L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, d'un luxe discret et ancien, ce genre de luxe que les gens utilisent quand ils veulent que la cruauté paraisse élégante. Elle est arrivée à mon appartement à Paris sans mot manuscrit, sans aucune chaleur, juste une carte imprimée m'invitant au dîner du Nouvel An dans la verrière familiale en Normandie. Je l'ai fixée pendant un long moment parce que mon corps se souvenait avant même que mon esprit ne le fasse. Cette demeure avait une façon de me sourire tout en aiguisant le couteau dans mon dos. Je me suis dit que je n'étais pas obligée d'y aller. Je me suis dit que j'étais trop occupée, trop fatiguée, trop vieille pour continuer à entrer dans des pièces où l'amour était toujours assorti d'une évaluation de performance. Mais j'ai alors commis l'erreur que je commettais toujours avec eux. J'ai laissé survivre un petit morceau d'espoir stupide. Peut-être que cette fois, ils voulaient juste un dîner paisible. Peut-être que cette fois, je ne serais pas traitée comme l'anomalie de la famille qu'on expose pour mieux la comparer aux autres. Puis je me suis souvenu de mes 23 ans, debout dans cette même pièce de verre pendant que tout le monde portait un toast à la promotion de ma sœur. Et de mon père me demandant nonchalamment devant 12 personnes si fouiller dans les archives de gens décédés était une vraie carrière ou un passe-temps dont je finirais par me lasser. J'y suis quand même allée. J'ai mis une robe noire, j'ai attaché mes cheveux et j'ai conduit dans le froid, la mâchoire serrée, avec une pensée que je ne pouvais pas chasser. S'ils m'avaient invité par pitié, alors ils avaient mal jugé ce que j'étais encore capable d'emporter hors de cette maison. Au moment où je me suis engagée dans la longue allée de gravier, le ciel prenait déjà cette couleur bleu nuit hivernale qui donne aux propriétés de luxe un aspect théâtral. La verrière se tenait à l'écart du bâtiment principal comme un coffret à bijoux construit pour impressionner les inconnus. Des parois de verre, des poutres en fer forgé et une lumière dorée et douce qui réchauffait les rangées d'agrumes en pot à l'intérieur. Cela aurait dû être magnifique. Pour moi, cela ressemblait à une pièce de musée pour chaque humiliation que j'avais appris à avaler en gardant le dos droit. À l'instant où je suis entrée, l'odeur m'a frappé en premier. Écorce d'orange, romarin, cire de bougie et l'acidité légère du bois poli. Cette odeur traînait derrière elle une centaine de mauvais souvenirs. J'ai confié mon manteau au personnel et avant même de pouvoir m'installer dans la pièce, je l'ai senti. Ce changement familier dans l'atmosphère quand une famille décide que l'intruse est arrivée et que la soirée peut enfin commencer. Mon père, Bertrand Rochefort, se tenait près du bout de la table avec un verre de cristal à la main, ressemblant à ce que les hommes de son rang ressemblent toujours quand ils ont passé leur vie entière à confondre l'autorité avec le caractère. À côté de lui se tenait ma sœur cadette, Valentine, drapée dans de la soie crème, rayonnante de cette confiance qui ne vient que lorsqu'on n'a jamais eu à douter de sa place. C'est elle qui m'a vue la première. Son sourire est apparu instantanément. Beau et venimeux. Clé, a-t-elle dit en étirant mon nom juste assez pour en faire une plaisanterie, tu es vraiment venue. Les invitations impliquent généralement cela, ai-je répondu, car j'avais appris il y a longtemps que dans cette famille, si vous n'arriviez pas armé de sarcasme, vous arriviez en sang. Mon père m'a jaugé d'un regard lent, pas grossier, pas évident. Il ne serait jamais aussi maladroit, juste assez pour me rappeler qu'à ses yeux, j'étais toujours en cours d'évaluation. Bien, a-t-il dit. Pendant un instant, j'ai cru que Paris avait enfin appris à éviter les situations perdues d'avance. C'était son don. Il ne criait jamais le premier. Il préférait la précision. Valentine a ri doucement comme si la réplique l'avait mérité. Autour d'eux, quelques-uns de leurs invités ont souri dans leur verre et ont fait semblant de ne pas remarquer ce qui se passait. C'était une autre spécialité des Rochefort. La cruauté publique amortie par les manières privées. Le dîner était magnifiquement organisé, bien sûr. Linge blanc, lumière des bougies se reflétant dans le cristal, une longue table qui forçait tout le monde à regarder vers son centre, là où mon père siégeait comme s'il présidait un conseil d'administration plutôt qu'un repas de fête. J'ai pris ma place et je me suis forcée à respirer lentement. Pourquoi m'imposais-je encore cela? Pourquoi étais-je encore assise avec des gens qui avaient passé des années à traiter chacune de mes réussites comme une erreur administrative? Mais même en me posant la question, je connaissais la réponse. Parce que certaines blessures ne vous retiennent pas prisonnière par la douleur. Elles vous emprisonnent par le souvenir des minuscules miettes d'approbation que vous croyez encore voir revenir si vous survivez à un dîner de plus. La première demi-heure s'est déroulée comme ces choses se déroulent toujours.
champagne, conversation mondaine, affection de façade. Valentine a décrit une campagne qu'elle venait de diriger pour une marque de bien-être de luxe, une de ces entreprises qui vendent de l'insécurité dans un emballage élégant. Mon père a dit à l'Assemblée combien il était fier de son instinct, de son allure, de son sens de la valeur. Puis ses yeux ont glissé vers moi. Et Clémence, a-t-il dit en levant son verre. Toujours dans les archives et les greniers, a sauvé la réputation de collectionneur défunt. Quelques personnes ont gloussé poliment. J'ai posé ma fourchette et j'ai soutenu son regard. Recherche de provenance, ai-je dit. Cela empêche les musées d'exposer de l'art volé et des histoires falsifiées. Donc, oui, je fais toujours un vrai travail. Valentine a incliné la tête. Cela semble toujours noble quand tu le dis vite. Le rire, cette fois, était plus léger, plus facile. Il s'échauffait. C'est là que j'ai compris avec une clarté totale que je n'avais pas été invitée pour renouer les liens. J'avais été invitée pour compléter le décor. J'étais le contraste, le contre-exemple, l'ombre qui faisait briller Valentine plus fort. Et le pire, c'était que sous la table mes mains étaient froides, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'une partie de moi détestait encore la facilité avec laquelle il pouvait me ramener dans ce vieux rôle. Pourquoi devais-je encore sourire alors que chaque nerf de mon corps voulait se lever et partir? Parce que je n'étais pas encore prête. Pas avant de savoir exactement à quel point il pensait encore me posséder. La véritable cruauté a commencé au dessert, parce qu'à ce moment-là, mon père avait assez de vin dans le sang pour s'amuser et assez d'audience pour vouloir faire son spectacle. Une tarte au chocolat noir a été placée devant nous, et Valentine venait de terminer une histoire sur un week-end client privé dans un chalet à Megève quand mon père s'est renversé dans sa chaise et m'a regardé directement. « Tu sais, a-t-il dit, nous ne t'avons invité que par pitié. » J'ai dit à Valentine que cela ferait mauvaise impression si nous commencions l'année sans t'inclure au moins une fois. Le silence a frappé la table en premier, sec, stupéfait, puis immédiatement couvert par le mauvais genre de rire. Celui qui survient quand les gens ne savent pas s'ils ont le droit d'être horrifiés, alors ils se contentent d'être amusés. Valentine n'a pas hésité. Elle a levé son verre en souriant dedans. « Ne reste pas trop longtemps, a-t-elle dit avec légèreté. Je sais que ce niveau de succès doit être épuisant à observer de si près. C'était là, le coup de grâce, mais empire parce qu'elle l'avait livré avec une telle désinvolture. J'ai senti quelque chose en moi devenir étrangement calme, pas brisé, pas détruit, juste très, très lucide. Mon père avait l'air satisfait de lui-même. « Tu ne peux pas nous en vouloir de nous inquiéter, a-t-il continué. Chaque famille a un enfant qui confond l'indépendance avec l'errance. Cette phrase aurait pu me blesser 1 an plus tôt, peut-être même 6 mois plus tôt. Mais j'avais passé trop de temps dans ma vie d'adulte à construire des choses discrètes, du savoir, des titres de propriété légaux, une histoire soigneusement documentée, pour laisser 2 personnes peu sûres d'elles me convaincre que j'étais celle qui n'avait rien accompli. Alors au lieu de broncher, j'ai souri. Pas chaleureusement, pas amèrement, juste assez pour que Valentine fronce les sourcils. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que le chalet à Chamonix qu'elle venait de mentionner, avec désinvolture et possessivité, comme s'il faisait partie du patrimoine familial, n'était pas à eux. Il n'avait jamais vraiment été à eux. Ma grand-mère me l'avait légué spécifiquement et elle l'avait fait parce qu'elle savait exactement quel genre de personne son fils et sa petite-fille étaient quand personne ne les regardait. Elle disait souvent que la seule personne dans cette famille qui connaît la valeur d'une chose est celle que personne ne prend la peine de flatter. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de livres, de peinture et de meubles. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'elle parlait d'influence. Ce chalet était devenu une scène pour eux deux. Mon père y avait organisé des week-ends d'affaires discrets, le présentant aux investisseurs comme une extension de sa stabilité. Valentine l'avait utilisé pour des retraites privées de marque et des rassemblements d'influenceurs sur invitation, le genre de choses qui semblaient sans effort en ligne, mais qui cachaient une logistique digne d'une crise de panique. Aucun d'eux ne payait les taxes foncières. Aucun d'eux ne gérait l'entretien. Aucun d'eux ne semblait particulièrement intéressé par le langage juridique qui faisait de cet endroit le mien. Ils se souciaient seulement du fait que j'avais été assez silencieuse pour les laisser agir comme si l'héritage fonctionnait au charisme. Alors, pendant qu'il continuait à parler,
pendant que mon père comparait l'ambition réelle de Valentine à ce qu'il appelait mon goût pour l'obscurité, j'ai cessé d'entendre des insultes et j'ai commencé à entendre des preuves. Chaque remarque cinglante prenait sa place comme un dossier indexé. Chaque supposition qu'il faisait sur ma faiblesse devenait utile. Puis Valentine s'est penchée vers moi, baissant la voix juste assez pour aggraver les choses. « Sois honnête, Clémence », a-t-elle dit. « Est-ce que cela ne t'embarrasse jamais ? Entrer dans des pièces comme celle-ci et savoir que tu ne seras jamais la personne que tout le monde attend vraiment. Cela m'aurait détruite autrefois. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai pensé que tu n'as vraiment aucune idée d'à quel point ta vie dépend de choses que tu n'as jamais pris la peine de comprendre. Tu serais surprise, ai-je dit. Mon père a eu un court rire. Cela sonne presque comme une menace. Non, ai-je répondu en levant ma cuillère et en prenant enfin une bouchée de dessert. Juste de l'observation. Pour la première fois de la soirée, aucun d'eux n'a parlé immédiatement. C'était minime, mais je l'ai senti. La première fissure dans leur certitude. Et à cet instant précis, j'ai pris la décision pleinement, complètement, sans l'ombre d'un doute. J'en avais fini d'être le sacrifice familial disposé de façon décorative au bout de la table. Si les personnes les plus proches de moi voyaient ma compétence comme une menace, alors il était peut-être temps qu'ils apprennent ce qui arrivait quand cette menace cessait d'être polie. Que faites-vous quand les gens qui partagent votre sang voient votre succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme quelque chose à utiliser jusqu'à ce qu'ils puissent vous humilier à nouveau? Je connaissais déjà ma réponse. On arrête de demander à être aimé correctement. On commence à fermer les portes légalement. J'ai quitté la table au moment où le café a été servi. Sans fracas. Je n'ai pas jeté ma serviette. Je n'ai pas annoncé ma douleur. Je me suis simplement levée, je me suis excusée et je suis allée dans la bibliothèque sombre qui reliait la verrière à la maison principale. La pièce était presque totalement calme, éclairée seulement par une paire de lampes en laiton et la lueur mourante de la cheminée. C'était la seule pièce de cette maison qui m'avait semblé un tant soit peu honnête. Peut-être parce que les livres sont moins épuisants que les gens qui ont appris à sourire tout en vous rabaissant. Mon téléphone était déjà dans ma main avant que je ne m'assoie. J'ai appelé Damien Mercier, la seule personne en dehors de mon thérapeute qui savait exactement à quel point ma relation avec cette famille était devenue complexe. Damien n'était pas de la famille, n'était pas un ex-petit ami, n'était rien de compliqué. Juste mon ami le plus proche depuis mes études et maintenant un avocat spécialisé en droit des successions à Paris qui, au fil des ans, était devenu la personne en qui j'avais confiance quand j'avais besoin à la fois de compassion et d'une clarté terrifiante. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « On dirait que tu appelles de l'intérieur d'un mystère criminel très coûteux », a-t-il dit. « Je suis au dîner du Nouvel An », ai-je répondu. À ce point-là. Ils m'ont invité pour se moquer de moi en personne. Alors oui. Sa voix s'est adoucie immédiatement. Raconte-moi. Je l'ai fait. Pas tous les détails, juste assez. L'allusion à la pitié. Le mépris de Valentine. Mon père faisant de moi le divertissement de fin de soirée. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence au bout du fil. Puis le genre de questions prudentes que seul quelqu'un qui vous connaît vraiment peut poser. Qu'est-ce que tu essaies de ne pas dire, Clémence? J'ai regardé vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, je pouvais voir les formes sombres des branches d'Hiverne bouger contre la nuit. Je veux vendre le chalet, ai-je dit. Voilà, une fois prononcé à voix haute, c'était à la fois brutal et net. Damien n'a pas cherché à combler le silence, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'ai confiance en lui. Parce qu'il a de la valeur, a-t-il fini par dire. Ou parce que c'est le dernier endroit de cette famille qui fait encore mal quand tu penses à le perdre. Cela a frappé exactement là où il fallait. Le chalet était le dernier endroit où j'avais été heureuse avec eux, ou peut-être plus exactement, heureuse avant de les comprendre. Ma grand-mère m'apprenant à fendre le bois. Les matins d'été sur le ponton, les livres empilés près de la fenêtre. Un monde qui avait semblé simple autrefois parce qu'elle était encore en vie pour le maintenir ainsi. Le vendre signifierait couper plus qu'un simple bien immobilier. Cela signifierait accepter que la nostalgie n'est pas une stratégie et que le souvenir n'est pas une défense juridique. Je pense, ai-je dit lentement,
que je suis fatiguée d'utiliser le sentiment pour subventionner des gens qui m'humilieraient pour le sport. Cela, a dit Damien, ressemble à la première chose honnête qu'on t'ait dite ce soir. J'ai laissé échapper un souffle qui a presque fini en rire. Puis-je le faire rapidement? Oui, a-t-il dit, d'autant plus que c'est clair. Le titre est à toi. Pas partagé. Pas de complications de fiducie. La question n'est pas de savoir si tu le peux. C'est de savoir si tu es prête pour ce qui arrivera quand ils réaliseront que tu es sérieuse. J'ai pensé au visage de mon père quand il a dit qu'il m'avait invité par pitié. À l'expression de Valentine quand elle m'a demandé si j'étais embarrassée d'exister près d'eux. Je pense qu'ils ont confondu l'accès avec le droit de propriété depuis très longtemps. Ce n'est pas une réponse. Ça l'est pour ce soir. Il est resté silencieux un moment, puis est passé en mode professionnel. Nous avons discuté de ce qui comptait. L'acheteur que Damien connaissait, qui cherchait une propriété privée à Chamonix sans publicité. La possibilité d'une vente rapide si j'étais prête à fixer un prix pour la vitesse plutôt que pour le sentiment. Le problème secondaire, qui était presque aussi important que le premier, les comptes de dépenses joints toujours liés à mon nom par commodité depuis des années. Les cartes que mon père et Valentine utilisaient pour les fournitures du chalet, les services publics, les remboursements d'événements, tout cela enraciné dans des structures qu'ils remarquaient à peine parce que j'avais toujours nettoyé les bords. Damien m'a rappelé que je pouvais fermer ce qui était à moi, ne pas détruire, ne pas falsifier. Fermer. Quand j'ai mis fin à l'appel, je suis restée assise là avec mon téléphone entre les mains et j'ai senti le chagrin me traverser comme une vague propre. Ce n'était pas l'ivresse de la vengeance. C'était la douleur de choisir enfin la liberté plutôt que le dernier objet qui me connectait encore à la version de la famille en laquelle j'avais voulu croire. Brûleriez-vous le dernier pont menant aux gens qui vous ont blessé si cela signifiait que vous n'auriez plus jamais à ramper pour le traverser à nouveau? Je ne savais pas ce que les autres choisiraient. Je savais seulement ce que j'allais choisir. Je me suis levée, je suis retournée dans la verrière et je les ai trouvés exactement là où je les avais laissés. Détendus, divertis, insouciants. Mon père a levé les yeux le premier. Te voilà, a-t-il dit. Nous pensions que tu t'étais enfui. Non, ai-je dit en prenant ma place avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'avais juste besoin d'une pièce calme pour prendre une décision. Valentine m'a lancé un sourire blasé. Devrions-nous nous inquiéter? J'ai regardé les deux et j'ai dit oui. L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. Pas parce que j'ai élevé la voix. Je ne l'ai pas fait. Mais parce qu'il y a certains tons que les gens ne reconnaissent que lorsqu'ils ont passé leur vie à abuser des plus doux. Mon père a posé son verre. Le sourire de Valentine est resté en place une seconde de trop, puis a glissé. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement? A demandé mon père. J'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. Cela signifie que je vends le chalet. Si j'avais jeté une allumette allumée sur la nappe, la réaction n'aurait pas pu être plus immédiate. Valentine a eu une inspiration brusque. Toute la posture de mon père s'est figée. L'un des invités a même détourné le regard comme si un contact visuel pouvait le rendre complice. Ce n'est pas drôle, a dit Valentine la première. Et ce qui m'a frappé le plus, ce n'était pas la colère. C'était la peur. Je ne plaisante pas. Mon père s'est penché en avant, la voix basse et dangereuse. Ce chalet est une propriété familiale. Non, ai-je dit. C'est une mythologie familiale. Légalement, c'est le mien. Il a ouvert la bouche pour objecter, mais il savait mieux que quiconque. Il avait signé les documents de succession. Il avait vu l'acte de propriété. Il avait juste passé des années à se comporter comme si l'assurance pouvait l'emporter sur la documentation. Tu n'oserais pas, a-t-il dit. Cette réplique m'a presque fait sourire. Tu n'oserais pas, comme si le courage était encore la question. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. J'ai passé l'appel ce soir. Valentine s'est levée si brusquement que sa chaise a grincé sur le sol. Clémence, arrête. Arrête d'être folle pendant 5 secondes et réfléchis, cette propriété n'est pas juste un actif quelconque. Des gens ont réservé là-bas. J'ai des clients au printemps. Alors peut-être, ai-je dit,
Aurais-tu dû y réfléchir avant de traiter le propriétaire comme une mascotte familiale que tu pouvais humilier en public? Mon père s'est levé plus lentement, mais il était plus en colère que Valentine d'une façon plus froide, ce qui signifiait plus dangereuse. Petite sotte rancunière, a-t-il dit. As-tu la moindre idée de ce dans quoi tu interfères? Enfin, c'était là. Pas de chagrin, pas d'indignation pour les souvenirs perdus. L'argent. Un montage financier, ai-je demandé. Son expression a changé juste assez pour le confirmer. Je l'avais soupçonné, mais je ne le savais pas. Maintenant, je savais. Il avait utilisé le chalet comme une vitrine informelle tout en essayant de sécuriser une nouvelle levée de fonds pour l'une de ses expansions commerciales, peut-être pas comme une garantie directe, mais assez proche pour que sa perte soit humiliante et matériellement préjudiciable. Il avait construit de la confiance autour d'un actif qu'il ne possédait pas. Très typique de Bertrand Rochefort. Valentine, d'un autre côté, a changé de tactique instantanément. Des larmes ont rempli ses yeux si vite qu'elles auraient presque mérité des applaudissements. Tu fais ça parce que tu nous hais, a-t-elle dit fort. Pour le bénéfice de tous ceux qui écoutaient. Parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Non, ai-je dit. Je fais ça parce que vous avez tous les deux confondu ma patience avec une autorisation. Elle a réellement ri à travers ses larmes, un son fragile et incrédule. Tu penses que cela te rend puissante? Non, ai-je répondu. Je pense que l'autorité légale me rend puissante. Ceci rend simplement cela visible. Mon père a frappé la table d'une main assez fort pour faire teinter l'argenterie. Si tu fais ça, n'espère plus faire partie de cette famille. Cela aurait fait mal autrefois, aussi. Mais les menaces perdent de leur force quand elles proposent de retirer ce qui a déjà été refusé pendant des années. Vous m'avez invité ici par pitié, lui ai-je rappelé. Valentine m'a traité d'échec. Vous avez tous les deux été très clairs sur ma place. Je ne fais qu'ajuster mes actifs pour qu'ils correspondent à votre honnêteté. Les larmes de Valentine se sont évanouies. À leur place est venu quelque chose de plus laid. Espèce de misérable jalouse. Attention, ai-je dit doucement. Ou quoi? J'ai soutenu son regard. Ou je commence à dire tout haut pourquoi tu as vraiment si cruellement besoin de ce chalet. Cela a fait mouche. Son visage a perdu ses couleurs. Parce qu'à l'inverse de mon père, dont le besoin était un égo lié à l'argent, le besoin de Valentine était plus fragile. J'en savais assez grâce à l'une de ces fuites familiales accidentelles qui arrivent quand les gens supposent que vous êtes invisible pour comprendre qu'elle avait utilisé le chalet pour de l'hospitalité client non déclaré lié à une campagne déjà sous audit interne dans son cabinet. Rien d'assez scandaleux pour être criminel. Mais largement assez compromettant pour nuire à sa carrière si la mauvaise personne commençait à demander pourquoi certaines retraites stratégiques privées n'apparaissaient jamais dans les notes de frais officielles. Mon père s'est tourné vers elle, surpris. De quoi parle-t-elle? Valentine a répliqué. De rien. Elle bluffe. Mais elle ne semblait pas croire ses propres paroles. J'ai plongé la main dans mon sac alors, pas pour le drame, mais parce que j'avais pris une décision de plus pendant que j'étais assise dans cette bibliothèque. Avant de revenir, j'avais ouvert mon téléphone, lancé l'enregistrement et je l'avais glissé écran vers le bas dans ma pochette. Pas parce que je prévoyais de le publier, pas parce que j'avais besoin de contenu, mais parce qu'après des années à être traitée comme celle qui était instable, je voulais que la vérité soit préservée avec leur propre voix pour une fois. Mon père s'est approché. Écoute-moi très attentivement, a-t-il dit. Tu vas appeler qui que ce soit que tu as appelé et tu vas arrêter cela ce soir. Non. Valentine a contourné la table, ne pleurant plus, furieuse. Sais-tu ce que les gens diront quand ils apprendront que tu as vendu le chalet de grand-mère à des étrangers? Comprends-tu à quel point cela te rend dégoûtante? Je me suis levée aussi. Cela dépend de qui raconte l'histoire en premier. Ses yeux ont glissé involontairement vers mon sac. Bien. Laisse-la s'interroger. Le ton de mon père est devenu glacial. Si tu sors d'ici avec ce plan, je m'assurerai que tu n'utilises plus jamais le nom, les contacts ou le soutien de cette famille. J'ai failli avoir pitié de lui à ce moment-là, un homme tellement habitué à la déférence héritée qu'il croyait encore que l'exil fonctionnait comme une punition sur des gens qui avaient déjà survécu au délaissement.
Vous pouvez garder le nom, ai-je dit. Je garderai l'acte de propriété. Puis j'ai pris mon manteau et je les ai laissés planter là, lui enragée, elle s'effondrant, tous deux comprenant enfin que la personne qu'ils avaient invitée pour l'humilier avait passé toute la soirée à mesurer précisément l'étendue des dégâts que leur mépris avait laissé exposer. Le crochet qu'ils pensaient avoir sur moi était l'amour. Le vrai crochet avait toujours été la paperasse. Les 7 jours suivants ont été la semaine la plus nette de ma vie d'adulte. Émotionnellement brutale et logistiquement efficace. C'était la seule façon pour moi d'y survivre. Le lendemain matin du dîner, j'ai rencontré l'acheteur de Damien par appel vidéo, une romancière veuve nommée Eleanor Price, 62 ans, pratique, pas du tout perturbée par la mythologie des Rochefort. Et plus intéressée par le fait de savoir si le lac gelait proprement en janvier que par n'importe quel discours sentimental que j'aurais pu faire. Elle voulait une propriété de retraite depuis des années, un endroit assez privé pour écrire et assez proche de la ville pour les urgences. Elle aimait le mur de la bibliothèque, le ponton, la vieille cheminée en pierre. Elle se fichait de savoir quel nom l'endroit portait autrefois. Je l'ai aimé instantanément rien que pour cela. Nous sommes allés vite. Prix fixé pour la discrétion. Inspection annulée sauf pour l'essentiel parce qu'elle achetait la pierre, pas le fantasme. Chaque document que Damien envoyait ressemblait à une lame coupant à travers de vieilles illusions. Confirmation de titre, accord de vente, répartition fiscale, calendrier de transfert. J'ai signé électroniquement depuis mon appartement à Paris avec une tasse de café à portée de main et la photographie de ma grand-mère retournée face contre le bureau parce que je ne pouvais pas supporter de la regarder pendant que je le faisais. Non pas parce que j'avais honte, mais parce qu'elle me manquait trop. Chaque fois que je signais, un souvenir surgissait avec. L'été sur le ponton, la lecture près du poêle. Valentine, à 16 ans, ricanant parce que grand-mère me confiait les clés et pas à elle. Mon père appelant la propriété le chalet familial en public tout en me rappelant en privé de ne pas être difficile chaque fois que je questionnais l'usage excessif qu'il en faisait pour ses réceptions d'affaires. Une signature pour chaque compromis que j'avais confondu avec la paix. Et puis il y avait les comptes. C'était la partie que les étrangers comprennent toujours mal dans des histoires comme celle-ci. Ils imaginent la vengeance comme un acte dramatique. En réalité, le pouvoir le plus profond réside généralement dans les structures administratives que personne de prestigieux ne prend la peine d'apprendre. Au fil des ans, parce que le chalet était légalement à moi, et parce que mon père et Valentine trouvaient toutes les tâches administratives indignes d'eux, divers comptes de dépenses et lignes de remboursement étaient restés liés à des entités sous mon autorité. Prélèvements automatiques pour les services publics, contrats d'entretien, cartes de dépôt pour les événements. Un compte de commodité partagé par la famille créé à l'origine pour simplifier les dépenses de la propriété qui s'était progressivement métastasé en un système de soutien caché pour leurs habitudes. Ils supposaient que c'était permanent parce que je ne les avais jamais forcés à le remarquer. Je n'ai pas touché un centime qui n'était pas à moi. Je n'ai rien falsifié. J'ai simplement fermé ce que j'avais l'autorité légale de fermer. D'abord le compte de dépenses partagées du chalet, puis les cartes de crédit liées autorisées sous ce compte, puis la carte de remboursement que Valentine utilisait pour ses préparations d'hospitalité. Puis la ligne de réserve dans laquelle mon père piochait quand les factures des fournisseurs devançaient ses liquidités. Chaque fermeture déclenchait des avis que la banque enverrait en temps voulu. Chaque fermeture signifiait qu'il n'y aurait plus de coussin invisible entre leur style de vie et ses conséquences. Damien m'a conseillé de garder tout impeccable. Pas de théâtre, a-t-il dit. Laisse les institutions parler. Il avait raison. Au 4e jour, la vente a été officiellement conclue. Au 5e jour, les fonds sont arrivés. Je suis restée assise à fixer le chiffre sur mon compte et je n'ai ressenti aucun des triomphes que les gens s'imaginent que l'argent apporte dans de tels moments. Ce que j'ai ressenti était plus léger et plus étrange, l'absence d'appréhension. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus d'actifs héréditairement chaînant à leur accès. Plus d'endroits familial que je devais préserver tout en étant moqué par les gens qui l'utilisaient. Plus de futurs week-ends où l'on attendrait de moi que j'arrive, que je souris, que je subventionne et que je parte. Au 6e jour, j'ai appris quelque chose d'autre qui a rendu l'ensemble encore plus tranchant.
Par l'intermédiaire d'un donateur de musée qui connaissait quelqu'un dans le cercle de Valentine, les gens riches bavardent avec une efficacité étonnante. J'ai entendu dire que Valentine s'était démenée discrètement pour expliquer à un client majeur pourquoi un lieu de retraite stratégique privé à Chamonix qu'elle avait proposé comme avantage était soudainement indisponible. Pire encore, l'un des acheteurs que mon père courtisait pour un partenariat avait posé des questions sur un week-end d'été au chalet, supposant qu'il faisait partie du package de style de vie entourant son opération. Cette possibilité avait disparu désormais. Pas parce que je l'avais dénoncé publiquement, mais parce qu'il avait construit une stabilité perçue sur une propriété qu'il ne possédait pas. C'était la vraie leçon de la semaine. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais mon nom de l'échafaudage. Au 7e jour, je savais que les premiers relevés et avis arriveraient. Confirmation de clôture de compte. Alerte de retard de paiement qui n'était plus amorti par des transferts de réserve. Hypothèse renversée. L'expression « leur argent a disparu » n'était pas entièrement littérale. Bien sûr, ils avaient encore de l'argent. Ce qui avait disparu, c'était la structure cachée qui les faisait se sentir plus riches, plus en sécurité et plus en contrôle qu'ils ne l'étaient réellement. Et la partie la plus satisfaisante, ils savaient que quelque chose se passait, mais pas tout. Mon père a appelé 3 fois. Valentine a appelé 9 fois. Les messages vocaux allaient des menaces au marchandage jusqu'à une indignation soigneusement formulée déguisée en inquiétude. J'ai tout sauvegardé. Je n'ai répondu à rien. Certaines personnes pensent que la vengeance est bruyante. Ma préférée est de nature administrative. Elle arrive dans des enveloppes blanches, des notifications bancaires et la prise de conscience progressive que la personne que vous traitiez comme une note de bas de page était en fait votre tampon contre la réalité. Depuis le début, les relevés bancaires ont commencé à arriver un mardi. Mon père a appelé le premier à 7h12 du matin, ce qui m'a appris 2 choses immédiatement. Il avait vu les avis lui-même et pour une fois, il n'avait pas été capable d'étouffer la panique sous une journée de faux calme. J'ai laissé passer les 2 premiers appels vers la messagerie. Au 3e, j'ai répondu. Que as-tu fait ? A-t-il exigé sans salutation, sans hésitation, sans même prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Je me tenais dans ma cuisine regardant le matin gris de Paris et je me suis versé un café avant de répondre. Bonjour à toi aussi. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Clémence. Le compte de dépenses de Chamonix est fermé. La ligne de réserve a disparu. 2 cartes ont été résiliées. Les relevés montrent des soldes impayés qui auraient dû être couverts il y a des jours. Que as-tu fait ? J'ai pris une gorgée. J'ai fermé les comptes connectés à la propriété que j'ai vendue. Il a réellement arrêté de respirer pendant une seconde. Alors tu l'as vendue ? Oui. Espèce de stupide vindicative. Il s'est interrompu. Probablement parce que la colère ne fonctionnait pas et il le savait. Clémence, écoute attentivement. Cette vente doit être annulée. Les ventes ne fonctionnent pas de cette façon. Tu as endommagé des affaires en cours. Non, ai-je dit, tu as fait cela quand tu as construit des attentes commerciales sur ma propriété. Le silence sur la ligne cette fois était plein de rage, trop dense pour les mots. Puis il a baissé la voix. Comprends-tu ce que tu m'as coûté ? C'était encore là. Pas ce que j'avais coûté à la famille. Pas ce que j'avais fait à la mémoire ou à l'héritage. À lui. Plus que ce que tu prévoyais de m'avouer, apparemment. Il a explosé alors. Accusation, déloyauté, folie. Une réplique finale qui semblait presque théâtrale dans son désespoir. Tu mourras seul si c'est ainsi que tu traites ton propre sang. C'était toujours l'arme finale dans les familles comme la mienne. Pas la raison, pas la responsabilité, mais la peur de l'abandon, la malédiction qu'il place sur l'enfant qui finit par cesser de se porter volontaire pour être consommé. J'ai attendu qu'il ait fini et j'ai dit très calmement alors au moins je mourrai avec mon nom retiré de ta paperasse. J'ai raccroché. Valentine est arrivée 2 heures plus tard en personne, parce que bien sûr elle l'a fait. Elle n'a jamais fait confiance à la distance pour accomplir le travail de manipulation quand la beauté et la performance pouvaient encore y parvenir en direct. Elle avait l'air défaite d'une manière soignée. Cheveux parfaits, visage pâle, lunettes de soleil trop larges,
la fureur vibrant juste sous la surface. Je l'ai laissé entrer dans le hall de mon immeuble, mais pas dans mon appartement. « Tu as tout ruiné ?» a-t-elle dit à la seconde où les portes se sont refermées derrière elle. « Bonjour, Valentine. Ne fais pas ça. » Elle s'est approchée. « Sais-tu ce qui a atterri sur mon bureau aujourd'hui ? Des annulations de remboursement, des clôtures de comptes, des questions sur des notes de frais d'hospitalité antérieures. Mon cabinet demande déjà pourquoi j'ai utilisé un lieu privé qui n'est plus disponible via mes relations familiales. Comprends-tu à quoi cela ressemble ? À quoi ? À une professionnelle qui aurait dû documenter ses arrangements plus soigneusement. Sa bouche s'est crispée. Tu penses que c'est drôle ? Non, je pense que cela aurait dû arriver plus tôt. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a ri, mais c'était un rire fêlé et laid. Tu as toujours voulu cela pour nous voir tomber. C'était le mensonge dont elle avait le plus besoin. Parce que si j'avais toujours voulu cela, alors elle n'avait pas à admettre qu'elle avait construit son sentiment de supériorité sur ma soumission. Non, ai-je dit, je voulais une famille qui ne m'invite pas à dîner par pitié. Elle a détourné le regard la première. Puis elle a tenté une dernière tactique. Les larmes. Pas fortes. Pas dramatiques, juste assez de brillance dans les yeux pour suggérer la sororité, la perte, le regret. Clémence, a-t-elle dit doucement. Nous avons grandi là-bas. Moi aussi. C'était ta grand-mère. Et elle me l'a laissé. Tu ne peux pas remplacer ce que cela signifiait. Tu as raison, ai-je dit. C'est pourquoi il était important que vous me traitiez tous les deux comme une moins que rien tout en l'utilisant. Elle a dégluti. Qu'est-ce que tu attends de nous ? La vérité m'a surprise moi-même par la rapidité avec laquelle elle est venue. Rien. C'est tout l'intérêt parce que c'est ce que les gens comprennent mal au sujet de la libération. Le pouvoir final n'est pas de les faire ramper. C'est de ne plus avoir besoin de leurs excuses pour avancer. Elle m'a fixé pendant un long moment, et dans ce regard, j'ai enfin vu ce que j'avais voulu voir des années plus tôt. Pas des remords exactement, mais l'effondrement de la certitude. Elle avait réellement cru que je continuerais à tout absorber, les moqueries, l'administration, le coup, le mythe familial. Et maintenant elle se tenait devant moi, élégante et effrayée. Réalisant qu'une semaine avait suffi pour que son monde révèle à quel point il reposait sur la sœur qu'elle traitait d'échec. Mon cabinet pourrait me licencier, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée et j'ai pensé au dîner, à son rire, à ses mots, tu es un échec. Alors peut-être, ai-je dit, aurais-tu dû apprendre plus tôt à ne pas confondre la dépendance avec la supériorité. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Nous sommes restés là en silence un instant de plus. Puis j'ai fait une dernière chose. Pas cruelle, juste précise. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture sur le fichier audio que j'avais enregistré ce soir-là dans la verrière et je l'ai tenu là où elle seule pouvait entendre. Sa propre voix claire comme du cristal. Nous ne t'avons invité que par pitié. La menace de mon père, sa panique, toute cette petite scène pourrie. Son visage est devenu livide. Tu nous as enregistrés. J'ai documenté l'environnement de ma prise de décision. C'est écœurant. Non, ai-je dit, c'est prudent. J'ai arrêté l'audio et j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau. Si l'un de vous continue de me menacer, j'ai ajouté, je deviendrai beaucoup moins sentimentale au sujet de la vie privée. Cela a suffi. Non pas parce que j'avais l'intention de publier quoi que ce soit, mais parce qu'elle comprenait enfin que l'ère où j'étais la cible sans défense de la famille était révolue. Elle est partie sans un mot de plus. Plus tard dans la soirée, alors que la ville s'assombrissait et que mon appartement retrouvait son calme, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture sur les épaules et j'ai regardé l'email confirmant la distribution finale de la vente. Le chalet était parti. Les comptes étaient fermés. Les relevés étaient arrivés. Leur argent n'avait pas vraiment disparu. Pas chaque euro. Mais la stabilité empruntée, l'accès caché, l'assurance qu'ils portaient comme un héritage, cela avait disparu. Et c'était suffisant. Mon père m'a invité à dîner juste pour se moquer de moi.
Une semaine plus tard, le chalet familial était vendu, les comptes joints étaient fermés et les relevés bancaires commençaient à arriver. Il voulait me faire croire que j'étais l'échec de la famille. Cette histoire nous rappelle que le silence et la patience ne sont pas des signes de faiblesse, mais parfois les prémices d'une stratégie mûrement réfléchie. Dans de nombreuses familles, une personne est souvent désignée comme le maillon faible simplement parce qu'elle ne cherche pas le conflit ou qu'elle valorise des choses différentes. Pourtant, comme Clémence le démontre, celui qui gère les détails dans l'ombre possède souvent les clés de la structure tout entière. La véritable indépendance ne consiste pas seulement à s'éloigner physiquement, mais à couper les liens invisibles qui permettent aux autres de nous exploiter sous couvert de tradition ou de pitié. C'est une leçon brutale sur la valeur du respect et sur le fait que personne n'est obligé de financer sa propre humiliation. La paperasse et la loi sont parfois les meilleures armures contre la manipulation émotionnelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous eu le courage de vendre ce chalet chargé de souvenirs pour obtenir votre liberté ou auriez-vous continué à subir pour préserver l'image de la famille ? Pensez-vous que la réaction de Clémence est une juste revanche ou qu'elle est allée trop loin en utilisant les secrets de sa sœur contre elle ? Partagez votre opinion dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de connaître votre vision des limites de la loyauté familiale.